qui vous permettent de faire passer vos idées. Vous avez parlé de la justice, par exemple. Qu'en est-il? Qu'allez-vous faire de ces travaux? Et vous écoutons plus aujourd'hui qu'avant. Voilà. Voilà, la réponse à la dernière question est tout à fait simple. On nous écoute beaucoup moins qu'avant. D'accord. Tout simplement parce qu'il y a une époque qui est celle de la Troisième République, mais c'est un contexte particulier sur lequel je reviendrai après, où la représentation parlementaire comportait un nombre conséquent de francs-maçons. Francs-maçons du Grand Orient, francs-maçons de la Grande Osse, les francs-maçons des deux obédiences historiques du pays. On pense que sous la Troisième République, les 2/3 des députés et sénateurs étaient francs-maçons. Alors vous me direz, bah oui, c'est un complot maçonnique. C'est ce qu'ont véhiculé tous les contre-révolutionnaires, les catholiques intégristes, etc. Il n'y avait pas de complot maçonnique. Il y avait simplement le fait qu'à cette époque-là, tous les francs-maçons de toutes les obédiences étaient parfaitement convaincus qu'il n'y avait pas de césure entre l'initié dans la loge et le citoyen dans la cité. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Et à l'époque, ils le vivaient comme ça. Et il découlait de l'initiation maçonnique l'obligation absolue, qui à mon sens découle toujours, mais qu'on a tendance à oublier, de s'intégrer dans la vie de la cité. Pas seulement en faisant de la politique aujourd'hui, la vie associative, la vie dans les organisations humanitaires, etc. Mais le franc-maçon qui est dans sa loge et qui ne s'intègre pas dans la vie de la cité n'est pas un franc-maçon initié. C'est-à-dire que c'est un franc-maçon qui dort dans sa loge, dire brutalement. Et donc à cette époque-là, c'est parce qu'ils étaient francs-maçons qu'ils savaient qu'ils devaient travailler dans la cité, qu'ils se sont impliqués dans la vie sociale. Et comme la franc-maçonnerie était une école, pas une école, c'est une école mutuelle où on apprend par le dialogue, par la magnétique, comme ils étaient au courant de toute la philosophie de l'époque, de toutes les anciennes philosophies, lisez ce qu'a écrit Jean Jaurès. C'est impressionnant, un agrégé de philosophie qui devient d'abord adjoint au maire de Toulouse. Pourquoi devient-il adjoint au maire de Toulouse, après avoir enseigné dans quelques lycées périphériques? Pour s'occuper de l'instruction publique à Toulouse. Vous voyez bien la corrélation. Imaginez-vous aujourd'hui un agrégé de philosophie, et il y en a qui font des brillantes conférences, devenir adjoint au maire pour s'occuper de l'instruction publique. J'aime beaucoup Henri Comte-Sponville, par exemple, parce qu'il est très spinoziste et que je le reconnais parfaitement. Henri Comte-Sponville fait des conférences. Le jour où un philosophe de ce niveau-là s'impliquera dans la vie politique de sa vie pour développer la culture dans les écoles, il fera ce que faisait Jean Jaurès. Et Jean Jaurès n'était pas maçon. Mais c'est l'exemple typique, et il y a une loge de la Grande Loge, une des plus anciennes, qui s'appelle Jean Jaurès. Si vous allez dans le temple Franklin Roosevelt à Paris, la bannière qui est à gauche, c'est la bannière de la loge Jean Jaurès. Donc il y avait une implication maçonnique directe dans la représentation parlementaire. Et à l'époque, il y avait aussi le gros problème de la place de l'Église catholique, non pas dans la cité, mais dans l'organisation politique de la cité. Et tout le combat qui a été mené de 1870, avec la chute de l'Empire autoritaire, après Sedan, jusqu'en 1905, ça a été le combat pour séparer la religion de la société civile. La séparation de l'Église et de l'État, ça correspondait à ça. Tout simplement parce que l'Église avait le pouvoir sur l'État. Et qu'il était naturel pour les maçons que l'Église n'ait pas de pouvoir sur l'État. Bien évidemment, il y a eu un certain nombre de dérapages à l'époque, mais quand le combat est violent, ça a dépassé le simple anticléricalisme pour devenir parfois une philosophie anti-religieuse. Mais une fois que la séparation a été votée, une fois que la laïcité est rentrée dans les esprits, il n'y a plus de raison de nos jours d'avoir de philosophie anti-religieuse. Il faut certainement garder dans l'esprit que l'on ne peut pas autoriser les clercs à reprendre le pouvoir dans la société. Et donc que l'on peut encore concevoir que les francs-maçons puissent être anticléricaux si les clercs ont trop d'importance. Mais ça ne sert à rien d'être anti-religieux, bien au contraire. Et donc à cette époque-là, l'implication dans la vie sociale était profonde. Les lois sur la contraception, c'est typiquement les loges maçonniques qui ont fait évoluer la société.
cette loi a été discutée dans les loges maçonniques, et je pense que la majeure partie de ces articles ont été rédigés dans les loges maçonniques. Il n'en est pas de même sur la loi sur l'IVG, mais elle a quand même été inspirée en grande partie par les réflexions dans les loges maçonniques, mais elle n'a pas été écrite dans les loges. Donc vous voyez que l'influence persiste sur la société, mais elle est beaucoup moindre qu'avant, parce que, il me semble, c'est mon opinion personnelle, que les gens qui s'engagent actuellement, ou les frères qui s'engagent actuellement dans la vie sociale, se rendent compte très brutalement que la représentation parlementaire, Assemblée et Sénat, n'a plus vraiment de pouvoir politique. Ça n'est plus au niveau de Paris que se décide l'essentiel des lois, sauf des grands discours sur la répression, sur il faut expulser ceci, il faut expulser cela. L'essentiel de la législation se fait à Bruxelles. Et c'est là que se joue l'avenir de l'Europe, donc l'avenir de notre pays. Et je pense que beaucoup de maçons se sont recentrés sur l'action politique locale, la commune, le département, la région, beaucoup plus que sur la représentation parlementaire, qui est certes prestigieuse, mais où l'influence sur la société est beaucoup moindre. Il y a beaucoup plus de choses qui modifient la société qui sont décidées à Bruxelles, qui ne se modifient à l'Assemblée nationale. Aussi, il se modifie encore beaucoup de choses à l'Assemblée nationale, mais c'est plutôt l'écume des choses. Le fond de la société, toute la réglementation ne vient plus de Paris. Si un jour il y a des voitures électriques et plus de voitures à essence, c'est pas parce que le gouvernement français l'aura décidé, c'est parce que les contraintes imposées par Bruxelles l'auront décidé. À force de diminuer le taux de CO2 émis, c'est pas Paris qui le fait, c'est Bruxelles qui l'impose. C'est un exemple caricatural, mais dans beaucoup d'autres choses, le pouvoir a changé. Il reste un pouvoir d'apparence au sein des gouvernements, pouvoir militaire, pouvoir de faire la guerre, etc. Vous voyez, il suffit de lire les journaux, quand on envoie les Mirages bombarder Kadhafi, c'est le pouvoir militaire. Ça ne change pas la société française, ça ne changera jamais. C'est tout à fait différent. Ce qui change la société ne se passe plus tellement à Paris, mais ailleurs. Et puis ça se passe également dans un univers qui est mondialisé. Les formations peut-être ont le sentiment que le pouvoir d'influencer la société n'est plus là. Je pense qu'ils s'investissent, il y en a encore beaucoup dans les communes, les conseils généraux, les conseils régionaux, et dans des organisations sociales différentes, des organisations humanitaires. Le monde a changé, le monde, ce n'est plus seulement de la politique. Alors, est-ce qu'on a encore écouté? On a encore écouté. On donne notre avis sur un certain nombre de sujets. On a été amené, pour des exemples concrets, tout à fait récents, que j'ai vécu en direct, on a été amené, lorsque la question est venue au Parlement sur le port de la burqa, on a été amené à donner notre avis. Il y a une commission qui s'appelle la commission Gérard, du nom du sénateur, je crois qu'il était sénateur-maire de Vénissieux, communiste, qui gérait cette commission, et qui a entendu, je pense, les différents courants religieux, et qui a souhaité entendre les courants maçonniques. Il a invité 3 obédiences, il y en a 50 ou 60 en France, mais il n'y a que quelques obédiences importantes. Il a invité la Grande Loge, le Grand Orient, et bien sûr la Grande Loge féminine de France. Donc nous y sommes allés à 3, sans nous concerter préalablement. Il n'y a pas besoin de se concerter, on a à dire chacun ce qu'on a à dire. Et on a dit quasiment la même chose. On a dit qu'il y avait de multiples raisons d'interdire la burqa, qu'il y en avait au moins 2 qui étaient fondamentales à nos yeux. La première, c'est que un vêtement qui couvre le visage, c'est une prison, c'est pas autre chose. Ça vise à retirer la femme de la société. La société, c'est de se voir face à face, de pouvoir dialoguer ensemble, de pouvoir se regarder, de pouvoir se voir tel qu'on est. Enfermer une femme dans une prison en coton, en laine, tout ce que vous voulez, c'est la retirer de la société. Donc, par définition, c'est contraire aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme, en employant le neutre français. Il y a un genre neutre en français. Donc, c'est contraire aux droits de l'homme. Et même si la femme est volontaire, c'est la réflexion que je faisais tout à l'heure, nul ne peut être esclave volontairement. C'est-à-dire que même si la femme dit « je suis volontaire pour le porter », elle ne peut pas. La femme ne peut pas être esclave d'elle-même. Pas plus que l'homme. Et donc, comme c'est contraire à l'éthique, aux droits de l'homme, il faut interdire cette pratique vestimentaire.
qui au surplus n'est pas une pratique du Coran. Deuxième, ça sera la deuxième, c'est pas une pratique du Coran parce qu'il n'y a aucune prescription dans le Coran sur la manière de vêtir les femmes. Il y a dans une sourate qui est peut-être la 18 ou la 23, je ne sais plus sur le moment, une prescription qui concerne la femme du prophète. Aïcha. Et il est dit textuellement qu'en ce qui concerne la décence vestimentaire, il est souhaitable pour la femme du prophète, pas pour les autres, de se voiler le sein. Rien de plus. Se voiler le sein, ce n'est pas s'enfermer dans une prison, mais c'est parce que c'est la femme du prophète. Les autres peuvent s'habiller comme elle. Deuxième élément essentiel, à côté de la dimension éthique, donc de la dimension sociale, c'est que porter ce vêtement dans la société occidentale telle que nous la vivons, c'est faire un acte de prosélytisme religieux. C'est affirmer que l'on est musulman, qu'on est musulman intégriste, et c'est dire en même temps que tout compte fait, tout le monde devrait être musulman comme moi. Eh bien, la loi de séparation des églises et de l'État nous dit le contraire. La religion est dans le domaine privé, et dans le domaine public, il ne doit pas y avoir de signe religieux ostentatoire. Or, la burqa, c'est quand même un signe religieux ostentatoire. Ce n'est pas une mode vestimentaire. Sinon, ça se saurait. Mettre un foulard dans ses cheveux, ça peut être une mode vestimentaire. Porter une burqa dans la société occidentale n'est pas une mode vestimentaire, c'est un signe religieux, c'est du prosélytisme religieux dans l'espace public. Et nous avons bien dit du reste, j'avais écrit à un ministre de l'Éducation qui a été battu aux élections, je ne sais plus quoi du reste, Darcos, qui avait écrit une longue lettre, et je lui avais aussi répondu très gentiment que la distinction subtile qu'il faisait entre l'espace public, qui pour lui était l'espace des institutions publiques, et le reste de l'espace ne tenait pas. Le gouvernement a eu la tentation, à une certaine époque, de considérer que l'espace public, c'était l'intérieur de la mairie, l'intérieur de l'hôpital, l'intérieur de la préfecture, mais que l'espace où nous vivons tous n'était pas de l'espace public. Et qu'il y avait donc trois types d'espaces. L'espace privé au domicile, un espace intermédiaire et un espace public qui est celui des institutions publiques. Or ça n'a vraiment aucun sens. L'espace public, ce n'est pas l'espace de la mairie ou de la préfecture ou du palais de l'Élysée. Ça, c'est l'espace de l'État, parce que c'est l'État qui dirige tout ça. L'espace public, c'est l'espace où nous nous rencontrons. C'est l'agora des Grecs. Là où on discute de face à face, visage à visage. Et donc, dans l'espace public, il n'était pas possible de faire du prosélytisme religieux. Et nous avons ajouté, du moins en ce qui concerne la Grande Loge, que nous souhaitions que la loi ne soit pas faite immédiatement, mais qu'il y ait un temps de plusieurs mois de pédagogie, car nous aurions souhaité, mais ça n'a pas été fait, parce que nos hommes politiques sont timorés, nous aurions souhaité que les pouvoirs publics qui représentent la volonté nationale convoquent gentiment les représentants de toutes les religions, et pas d'une seule religion, pour leur rappeler la loi de séparation des églises et de l'État, et de rappeler aux représentants de ces religions qu'elles doivent informer, faire de la pédagogie auprès de leurs ressortissants, pour leur apprendre ce qu'est la laïcité, ce qu'est l'espace public, et ce qu'est l'absence de prosélytisme religieux dans l'espace public. Ça n'a pas été fait, je le regrette. Il y a eu un temps de pédagogie qui était de quelques mois, puisque la loi n'a pas été faite pour... Elle a été votée, mais à effet d'eux, mais la pédagogie n'a pas été faite. En clair, nous aurions souhaité, en ce qui nous concerne, que l'on convoque très gentiment le cardinal, je ne sais pas, Primat des Gaules, le président du culte musulman, et puis les autres représentants, pour leur demander d'affirmer solennellement auprès de leurs ouailles qu'ils vivaient dans une république laïque et que les religions respectaient la laïcité. En clair, mais c'est dur à faire avaler, nous aurions souhaité que les religieux acceptent de dire publiquement que la loi des hommes est supérieure à la loi de Dieu. Ça n'a pas été fait, il faudra que ce soit fait un jour, sinon nous aurons toujours la tentation, et la tentation existe au sein du gouvernement actuellement. J'en parle après, c'est le débat sur la laïcité, existe toujours de faire quelques pas en arrière pour rassurer des communautés diverses et variées. La République ne connaît pas de communauté.
la République ne connaît que des citoyens. Dès l'instant que l'on commence à reconnaître au sein de la République des communautés, l'on n'est plus dans la République. La République connaît des citoyens qui sont libres et égaux en droit. Si l'on change de système, on va dans un système qui est le système anglo-saxon, anglais qui commence à poser problème, et qui est le système américain qui ne pose pas de problème, mais il y a quelque chose que nous n'avons pas en France. Nous n'avons pas la Constitution. Nous avons une Constitution. Une Constitution qui est celle de la 6e République, ça en fait déjà 6, puis il y en aura d'autres. Puis la Constitution, on la modifie maintenant tous les 2 ans. La Constitution américaine date de 1776, si mes souvenirs sont bons. Elle doit comprendre 17 amendements, peut-être 18, pas plus. Mais les Américains vivent sur un système parfaitement juridique qui existe depuis 2 siècles et qui n'a connu aucune modification substantielle. Et chaque citoyen américain est responsable de sa conduite, citoyen, pas la communauté, est responsable de sa conduite devant la Constitution. Alors après qu'il y ait des communautés aux États-Unis, ne change rien au problème, car chaque membre de la communauté est responsable individuellement de son action dans la société qui correspond à la Constitution américaine. Le jour où il y aura une Constitution française qui ne bougera plus, et où chaque citoyen français sera responsable lui-même devant l'ensemble de la collectivité de son respect de la Constitution, qu'il y ait des communautés ou non, ça n'aura plus grand sens. Mais actuellement, la République ne peut connaître que des citoyens. Sinon, ça n'est plus le même mécanisme. Dernière chose, la laïcité. Je suis un peu long sur le sujet, mais je crois qu'il faut être clair. J'ai été invité par M. Guéant le début avril. Il voulait me voir pour ministre de l'Intérieur pour connaître la position de la Grande Loge sur certains sujets. Bien évidemment, c'était sur le sujet de la laïcité, puisqu'il se trouve que nous avons organisé 2 débats cette année sur spiritualité, république, laïcité, entre les différentes religions et entre les obédiences maçonniques, quelques obédiences maçonniques non. J'étais à Toulouse le 2 avril, je prenais l'avion le dimanche pour aller à La Réunion faire le même débat le 5 avril. C'est une coïncidence, que le débat de l'UMP ait lieu le 5 avril, ce qu'on faisait à La Réunion, à Saint-Pierre de La Réunion, qui a décidé un an d'avance. Donc j'ai répondu gentiment à la secrétaire de M. Guéant, je ne pouvais pas le voir, que je revenais le samedi soir, je partais le dimanche en avion. J'ai eu la surprise qu'on me demande de venir quand même le dimanche au ministère de l'Intérieur pour le rencontrer. Donc je l'ai rencontré, il m'a demandé ce que j'en pensais. Ce que j'en pensais figure dans un communiqué, l'un des rares communiqués que fait la Grande Loge, parce que nous n'avons pas, le Grand Maître n'a pas imposé des points de vue aux frères de la Grande Loge. Mais sur ce sujet-là, je pense que mon point de vue correspond à celui des frères de la Grande Loge. Ce que j'ai dit au ministre de l'Intérieur était tout simple. Une association, un parti politique, un groupe d'hommes, dans le cadre de la liberté de débattre et de la liberté d'expression, a toute liberté pour organiser tous les débats qu'il souhaite, y compris sur la laïcité et y compris sur l'islam. Je trouvais qu'en ce qui me concernait, et je trouvais d'autant plus que je suis plutôt de cette sensibilité du mouvement politique qu'elle le fait, je trouvais complètement malencontreux que l'UMP organise ce type de débat sur la laïcité, parce que ce n'est pas un débat sur la laïcité et les religions, c'est un débat sur la laïcité et une religion. Mais que c'était sa liberté. Que par contre, le gouvernement n'avait pas le droit d'organiser des débats de ce genre, car le gouvernement de la République n'est pas là pour débattre, il est là pour faire appliquer la loi. Et que la loi qui nous est commune à tous, c'est la loi de 1905, de séparation des églises, de l'Église, mais des églises et de l'État, et que le gouvernement n'a rien d'autre à faire que de faire appliquer cette loi dans tous ses termes, sans chercher à la modifier. Et vous verrez dans le communiqué qui est paru, j'ai dit qu'on pouvait bien évidemment relire la loi de 1905, relire, c'est-à-dire la relire avec ses attendus, ses considérants, tout ce qui explique pourquoi on a fait cette loi à l'époque, on pouvait la relire, c'est pas de comprendre pourquoi des choses, mais qu'on ne pouvait pas la contourner. Et qu'on ne pouvait surtout pas la contourner en voulant passer par le régime concordataire qui existe en Alsace-Moselle. En clair, il y a une loi, on l'applique. Cette loi a assuré la paix sociale et la paix religieuse depuis plus d'un siècle dans notre pays. Il suffit de l'appliquer,
Bien entendu, par rapport à l'islam, c'est plus difficile que par rapport aux autres religions, mais il ne faut pas s'y tromper. Si on ne l'applique pas à l'islam, les autres religions voudront reprendre du pouvoir sur la société civile. Je me souviens d'un communiqué qui a été fait par l'Assemblée des évêques de France. C'est paru en 10 lignes dans Le Monde ou dans le Figaro, lorsque l'on a interdit les signes ostentatoires religieux à l'école. Ça ne concernait bien évidemment que la religion musulmane. Eh bien, la conférence des évêques a publié un communiqué pour dire qu'elle regrettait cette loi parce qu'il était naturel d'afficher son appartenance religieuse. Ça n'en reste là. Mais ça veut dire que si on laisse les structures religieuses reprendre du pouvoir sur la société civile, je ne suis pas anti-religion en disant cela. Je pense que la religion est parfaitement respectable. Toutes les religions, toutes les philosophies, et également les absences de religion, sont parfaitement respectables, mais cela ne doit pas correspondre à l'invasion dans le débat public. Le discours de Ramsay est très clair, il y a 3 siècles, il écrivait tout. Il faut connaître tous les arts libéraux, toutes les sciences utiles. Il faut en faire un dictionnaire universel, la théologie et la politique, seules exceptées. Je pense que c'est parfaitement moderne et qu'il n'y a rien de plus à ajouter sur ce sujet-là.